Voilà. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. Nous avons le plaisir ce matin d'accueillir Monsieur Bruno Bonnel, secrétaire général pour l'investissement et à ce titre chargé du programme d'investissement pluriannuel France 2030. Comme vous le savez, Monsieur Bonnel a été député pendant la législature précédente avant de prendre la tête du secrétariat général pour l'investissement, et que nous appellerons le SGPI pour toute la matinée, à la fin de janvier 2022. Cet organisme directement placé sous l'autorité de la Première ministre a remplacé en 2017 l'ancien commissariat général à l'investissement créé en 2010 à la suite du rapport Rocard-Juppé sur les investissements d'avenir. Le SGPI est chargé de la mise en œuvre et du suivi du plan d'investissement appelé France 2030, qui succède aux 4 cycles de programmes d'investissement d'avenir, les PIA, mis en place dès 2010. Depuis plus de 12 ans, à travers les PIA, puis France 2030, ce sont plus de 110 milliards d'euros qui ont été investis dans l'innovation. Annoncé par le président de la République à la fin de l'année 2021, France 2030 représente aujourd'hui un budget de 54 milliards d'euros avec une double ambition. D'une part, transformer durablement des secteurs clés de l'économie française, automobile, aéronautique, numérique, par l'innovation et l'investissement industriel. Et d'autre part, positionner la France en leader de l'économie de demain. Les PIA et France 2030 ont considérablement rénové et renforcé la recherche française par le financement de programmes et d'équipements d'excellence. La recherche, mais aussi l'enseignement supérieur qui permet de développer les talents de demain, sont des leviers majeurs pour atteindre les 10 objectifs de France 2030. Parmi ces 10 objectifs, on peut citer par exemple celui de faire de la France le leader de l'hydrogène décarboné, celui de produire des biomédicaments pour lutter contre le cancer et des maladies chroniques, ou encore l'objectif de placer notre pays à nouveau en tête de la production de contenus culturels et créatifs. On voit bien que vous avez toute votre place devant nous ce matin, Monsieur le Secrétaire Général, pour cette audition. Et en effet, aussi, France 2030 comprend également un volet culturel, se déployant en une stratégie triple, le développement des studios de tournage et de production numérique pour les filières de l'image, la promotion de l'innovation et de la conversion écologique des industries culturelles et créatives, l'aide à l'émergence de champions nationaux pour les offres culturelles immersives. Mais avant de passer la parole à mes collègues qui auront, je n'en doute pas, beaucoup de questions à vous poser, moi je voudrais vous interroger sur 2 points. Est-il possible de créer des ponts entre les différents volets, donc la recherche, l'enseignement supérieur, la culture, donc sur ces différents volets d'intervention des financements de France 2030 afin de développer des synergies? Et comment parvenez-vous à orchestrer cette grande diversité de projets en conciliant les divers objectifs poursuivis? Donc ça, c'était une des premières questions. Et la deuxième, quels sont les critères utilisés pour mesurer les progrès effectués grâce à France 2030? Existe-t-il des grilles d'évaluation par programme? Nous le savons, l'innovation consiste également à accepter l'erreur et l'échec. Et donc, comment les intégrez-vous dans la conception des appels à projets et dispositifs? Et monsieur le secrétaire général, je vous laisse la parole. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les parlementaires. Évidemment, je suis ravi et un peu ému d'être de ce côté-là du banc. D'habitude, j'étais de l'autre côté. Et je suis ravi vraiment de venir vous présenter ce que nous faisons dans les domaines des industries culturelles et créatives au niveau de France 2030. Un petit rappel tout de suite, juste pour qu'on ait quelques chiffres en tête. France 2030, c'est 54 milliards d'euros dans le programme donc, qui s'étale sur 5 ans. Une mission qui vise à atteindre des objectifs très précis définis par le président de la République le 12 octobre 2021, qui sont des objectifs qui sont tangibles pour nos concitoyens. L'approche n'a pas été de dire nous allons construire un plan régalien de type classique. Il a été de dire il y a un certain nombre d'objets, du quotidien, de notre vie après 2030, avec une conviction, c'est qu'on passe et on bascule d'une société chenille fossile à papillon électrique, à la fois avec des transformations d'usage et des transformations de consommation quotidienne qui vont être bouleversées. Et donc ces objets, je ne vais pas tous les lister, il y en a une dizaine, mais il y a par exemple de fabriquer 2 millions de véhicules électriques en France, faire un premier lanceur pour des satellites de basse orbite, il y a la réflexion sur l'hydrogène vert qui est important, qui est une grande conversion, etc. etc. Et dans ces 54 milliards, 1 milliard est consacré au domaine des industries culturelles et créatives et 2,5 milliards au domaine des compétences et métiers d'avenir.
qu'il ne faut pas oublier, puisque si on construit demain des usines, si on construit demain des centres de développement et de production aussi vertueux soient-ils, on aura un problème, c'est qu'il faut les remplir de femmes et d'hommes qui vont les opérer. Donc toute la formation est essentielle dans le plan France 2030. Alors j'insiste sur la grandeur de ce programme pour vous expliquer que le SGPI est organisé en 5 piliers. Le premier pilier, c'est la santé, sur lequel donc, nous travaillons évidemment à la fois dans les dispositifs médicaux, les biomédicaments, et nous soutenons la recherche médicale française de pointe dans ces domaines. Le deuxième, c'est la transition éco-énergétique. C'est un engagement d'ailleurs qui a été voté au Parlement, qui doit être que 50% des investissements de France 2030 doivent être consacrés à la réduction de l'empreinte carbone. Le troisième, et c'est celui qui nous intéresse le plus, parce que, et je le dis en troisième, parce que vous verrez qu'il est central, c'est la connaissance, dont François Germinet, à ma droite, pilote l'ensemble des opérations. Ça regroupe la recherche, ça regroupe l'enseignement et la formation, et ça regroupe la culture. Le quatrième, c'est la souveraineté numérique, et le dernier s'appelle Nouvelles frontières, pour aller vers l'espace, les grands fonds marins ou le quantique. Donc je reviens sur celui qui est central, la connaissance, puisque finalement, c'est 1 milliard d'euros sur la culture, je l'ai déjà dit, mais c'est plus important que ça, c'est la clé pour moi de notre excellence, c'est la clé de notre différence, c'est la clé de notre influence. Et c'est pour ça que dans ce plan, on aurait pu être surpris de voir de l'argent consacré finalement à des industries culturelles et créatives. On aurait pu se dire, bon, finalement, on sort un peu des champs traditionnels de la haute technologie. Mais en fait, on s'aperçoit que si on ne veut pas des systèmes d'intelligence artificielle demain, dans les domaines du culturel qui soient uniquement nourris par des bases de données qui soient anglo-saxonnes ou chinoises, si on ne veut pas que le langage de demain de toute activité économique soit un langage qui soit un dérivé de l'anglais juste par commodité, si on ne veut pas que la nuance que peuvent apporter des réflexions différentes et des cultures différentes nous permettent de trouver des solutions aux problématiques de ce monde, ben oui, il faut renforcer notre position également dans les domaines culturels et créatifs. Et je passe sous silence, bien évidemment, l'impact économique. Dans notre pays, les industries culturelles et créatives, c'est 2,3% du PIB. Donc par comparaison, c'est le double de l'automobile, hein, il faut quand même l'avoir en tête. C'est évidemment un rayonnement en termes d'emploi qui est important à la fois en direct et en indirect, qui se compte en millions de personnes. Donc c'est aussi une activité et un impact économique, et donc sujet à des évolutions technologiques importantes. Alors, comment est-ce qu'on assure cette cohésion? Ben, on l'assure justement par le au sein du SGPI, nous sommes 70 personnes, et nous travaillons, nous essayons le maximum de désiloter. Donc l'approche des dossiers se fait par appel à projet. Ces appels à projets sont donc initiés par nous, opérés par nos opérateurs, que sont la BPI, l'ADEME, la Caisse des dépôts et consignations et l'Agence nationale de la recherche. Donc ces appels à projets sont proposés comme des objectifs à atteindre. Et ce sont les territoires, ce sont les individus, ce sont les entreprises, ce sont les centres de recherche qui proposent des solutions, et que après un passage devant un jury qui est dans un jury d'experts, eh bien, sont validés. C'est un véritable travail d'excellence. Travail d'excellence, ça veut dire qu'on ne retient qu'un projet sur 3, pour vous donner un ordre de grandeur, donc ce n'est pas un guichet. Il y a véritablement un travail d'expertise qui est réalisé, à la fois sur le fond et également sur les moyens économiques. Et c'est également un travail dans lequel on prend en compte à la fois les investissements privés qui sont faits à côté des investissements publics, pour que effectivement on crée une dynamique et qu'on ait des effets de levier qui soient considérables par rapport à l'argent de l'État. Voilà comment je pourrais déjà répondre à votre première question. Et la deuxième, c'était sur les critères. Les critères, il n'y en a qu'un, c'est le critère d'excellence. Ça veut dire qu'en fait, ces jurys d'experts classent les dossiers. Alors, il y a souvent des frustrations, je dois vous l'avouer. Peut-être que certains d'entre vous ont vu certains dossiers dans leur circonscription se faire refuser. D'abord, on peut tenter sa chance une deuxième fois, c'est ça qui est le plus important. On essaye d'affiner les dossiers en fonction
des objectifs globaux que nous avons, mais les critères, ce sont essentiellement des critères qui sont jugés par ces jurys et qui amènent à des conclusions en fonction évidemment des enveloppes budgétaires que nous avons. Je vous donnerai qu'un exemple, mais qui me semble intéressant, c'est l'exemple de la grande fabrique de l'image, puisque ça a été un des plus importants dans le domaine des ICC cette année. 350 millions consacrés à redonner des moyens à l'industrie de l'audiovisuel, à la fois de l'animation, de la télévision et du cinéma, à travers un concours. Il y a 175 projets qui ont été présentés, et il y en a 69, si je me rappelle, hein, c'est ça, 69 qui ont été lauréats. Donc voilà un peu le genre je vous parlais tout à l'heure de 1 sur 3, voilà un peu ce genre d'étiage que nous avons aujourd'hui. Je peux en dire plus encore, mais je vais laisser du temps aux questions. Comme vous le souhaitez, moi j'étais partie sur une quinzaine de minutes de présentation. Donc, non, mais si on va plus loin, alors je peux aller beaucoup plus loin. Je vais vous parler de choses beaucoup plus. C'était pas uniquement de répondre à mes questions, monsieur le secrétaire général. Il n'y a pas de problème. Je vais aller beaucoup plus loin en vous parlant maintenant de l'étendue de ce que nous faisons, parce que je pense qu'on ne se rend peut-être pas compte de la richesse et du foisonnement qu'on a dans notre pays dans ces domaines. Et c'est vrai que sans tomber dans une litanie ou une liste de projets, il me semble important de vous donner quand même quelques directions des appels à projets que nous avons réalisés au cours des 2 dernières années, puisque nous fêtons les 2 ans de France 2030. Alors, je vais le faire en 2 temps. Je vais le faire sur la culture, et je le ferai ensuite sur les grands piliers de la recherche et de l'enseignement. Sur la culture, si je vous donne quelques directions d'appels à projets qui ont été présentés au cours des 2 dernières années, nous avons, je vais citer quelques projets pour que vous en voyez la diversité. Solutions innovantes de billetterie, expérience augmentée du spectacle vivant, numérisation du patrimoine et de l'architecture, alternative verte dans la culture, un gros dossier sur les compétences et métiers d'avenir dans le domaine des ICC, qui nous a amené à soutenir le campus des métiers et qualifications de Versailles, des Gobelins sur les métiers d'art, de l'audiovisuel et du spectacle vivant en PACA, les accélérateurs musique et spectacle vivant et savoir-faire d'expérience et d'exception, sur le design et l'architecture, sur la culture à l'exportation, je parlais d'influence tout à l'heure, sur les programmes d'immersion où nous pouvons envoyer des équipes, nous avons déjà envoyé des équipes en Corée, à Taïwan, ils sont actuellement en appel à projet sur les Émirats Arabes Unis, l'Espagne, la Corée du Sud. Si je vous donne cette espèce de mosaïque, c'est pour vous expliquer que la stratégie, c'est vraiment de stimuler, dans évidemment les domaines les plus innovants, toutes les initiatives culturelles dans tous les domaines et dans tous les activités des ICC. Nous ne sommes pas là pour essayer de choisir, mais au contraire de proposer des solutions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que sur tout le territoire, une information également intéressante, les crédits de France 2030, c'est 60% hors Île-de-France, c'est dans l'intégralité des territoires français. J'ai l'occasion d'en visiter un certain nombre dans le cadre de ma mission. Je peux vous dire qu'on voit bien qu'il y a un incroyable talent dans tous les domaines, et spécifiquement dans les ICC en France. Et on voit bien aussi que cet apport d'oxygène à l'initiative d'innovation paye, puisque nous avons ce volume, cette volumétrie d'appels à projets, de candidatures qui est très important. Plus de 1000 candidatures aujourd'hui depuis 2 ans, de différentes origines et sources sur tous ces appels à projets. Ça me semble être un signe plutôt sain de voir qu'il y a une dynamique dans ces domaines qui s'installe dans notre territoire. Sur le budget global, il a été aujourd'hui engagé à plus de 600 millions d'euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes globalement sur France 2030, nous sommes à 27 milliards d'euros d'engagés sur les 54. Donc on attaque la deuxième mi-temps.
Donc sur la culture, on est un petit peu en avance. Il y a eu la déformation des 350 millions d'euros de la grande fabrique de l'image, bien évidemment, qui vient impacter ces chiffres. Ce sont donc 25 dispositifs qui ont été lancés. Je viens de le dire, 600 millions de crédits activés, 1000 candidatures et 350 lauréats qui ont aujourd'hui bénéficié de France 2030. Les prochains dispositifs que vous verrez arriver, et je ne peux que vous encourager dans vos circonscriptions à proposer aux acteurs de candidater, c'est l'AAP Culture Immersive et Métavers qui arrive, puisqu'on ne peut pas exclure évidemment du domaine des ICC tout ce qui se passe aujourd'hui dans ces activités-là d'immersion et de monde virtuel. L'AAP Transition numérique de la culture, qui traite des questions importantes d'intelligence artificielle, de base de données, de métadonnées, et la question essentielle des droits d'auteur, qui est un vrai sujet, et l'AAP Pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative, qui interviendra sur la deuxième partie de l'année 2024. Donc voilà les prochains projets, les prochains appels à projets qui interviendront. Si je bascule dans le domaine de la recherche et de l'enseignement supérieur, quelle est l'idée générale? L'idée générale, c'est que dans ce nouveau monde qui nous attend, il y a énormément besoin de compétences nouvelles, qu'elles soient des compétences dans le domaine de l'hydrogène, dans le domaine du nucléaire, dans le domaine de toutes les nouvelles technologies des voitures électriques. Et donc nous avons un plan important qui s'appelle Compétences et métiers d'avenir, dans lequel 800 millions d'euros ont déjà été engagés et qui vise à former ou à transformer des activités de gens qui sont en situation. Par exemple, tous les acteurs qui aujourd'hui sont dans la voiture thermique vont devoir basculer d'une manière ou d'une autre dans la voiture électrique. Et donc là, nous avons ce type de formation également dans CMA. Alors comment ça marche? Ce sont des associations, ce sont des initiatives que nous soutenons de territoires, de consortiums généralement, de gens qui se mettent ensemble et qui proposent des nouvelles formations qui, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, représente 67% à peu près du budget, mais nous descendons également dans des formations plus initiales s'il le faut, et qui nous permettent de faire des cohortes de formation à la fois initiale et continue. Donc c'est un projet c'est un programme qui marche excessivement bien. Nous venons d'ouvrir la deuxième relève pour un nouveau budget de 700 millions d'euros de compétences et métiers d'avenir. Et là, nous avons des initiatives qui sont de différentes envergures, mais certaines d'entre elles sont spectaculaires. La région Normandie, notamment, a par exemple porté un dossier très important de réunion de plusieurs acteurs pour faire une filière nucléaire, qui est essentielle. Nous avons des projets sur la filière hydrogène en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie. Nous avons des projets sur la filière des batteries dans les Hauts-de-France et dans le Grand Est. Donc toutes les régions de France actuellement se mobilisent pour véritablement former des cohortes importantes de personnes. Alors, l'objectif de ce CMA, c'est également d'initier quelque chose d'important qui va être la réflexion sur les évolutions des cartes de formation, puisque ce que fait le SGPI avec ce programme et ce que fait la mission France 2030 avec ce programme, c'est vraiment d'initier, de donner l'élan. Généralement, nous donnons des budgets qui vont jusqu'à 70% de subventions à ces initiatives pour une période de 5 ans. L'objectif étant de les pérenniser. Et pour les pérenniser, il faut évidemment faire évoluer la carte des formations. Donc il y a ce double travail qui est fait et qui fait partie de nos critères d'analyse quand on accepte des dossiers CMA. C'est-à-dire comment on sort de la sous-perfusion pour passer à la surperformance, de la sous-perf à la surperf. C'est-à-dire comment on arrive à montrer qu'on devient autonome au bout d'un moment dans ces formations. À côté de cette activité, je ne peux pas, évidemment, vu les volumes d'argent, ne pas reporter le fait que nous soutenons de façon très importante la recherche, puisque la recherche, c'est 3 milliards d'euros dans les PEPR, donc des programmes d'excellence. C'est du soutien en ressources des universités pour 200 millions d'euros. C'est un programme excellence sous toutes ses formes pour continuer à tenir également cette excellence dans l'université pour 800 millions. Et nous, 3 milliards d'euros
dans le financement de ce qu'on appelle les IDEX, ICIT, c'est-à-dire les centres d'excellence, les LABEX, les IRT, c'est-à-dire les instituts de recherche technologique qui sont un maillage essentiel de plateformes technologiques sur le territoire. Et ça aussi, ça représente 3 milliards d'euros. Donc il y a vraiment un effort considérable dans notre plan sur la recherche. Je pense que c'est important de le souligner. Je terminerai simplement pour vous dire que nous soutenons également les transferts de technologie avec ce qu'on appelle les SAT, c'est-à-dire les sociétés qui font du transfert de technologie pour stimuler des gens à passer de la recherche fondamentale à l'exécution de projets et de produits. Et là, c'est un programme, excusez-moi, qui porte sur à peu près 400 millions d'euros qui a été déclenché au cours de ces 2 dernières années. Voilà pour la présentation générale. Beaucoup de chiffres, pardon, mais c'était pour vous montrer la volumétrie de ce que nous faisons dans ces domaines. Ce ne sont pas des domaines qui sont négligés, bien au contraire. Et on s'aperçoit de leur dynamique chaque jour et on a de plus en plus de dossiers. Merci beaucoup pour cette présentation. Et maintenant, nous allons passer aux questions des orateurs de groupe pour 2 minutes. Et nous commençons avec Céline Calvez avec le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, voilà maintenant un peu plus de 2 ans que le Président de la République a lancé le plan d'investissement France 2030. Financement, vous l'avez rappelé, de 54 milliards d'euros afin de rattraper le retard industriel de la France et d'investir dans des technologies innovantes. Et nous y sommes particulièrement attachés au sein du groupe Renaissance. Au titre de France 2030, 1 milliard d'euros, vous l'avez dit, est consacré à un des 5 piliers de votre action, et pas des moindres stratégiquement, les connaissances. Près de 400 millions d'euros ont été mobilisés depuis 2022 pour accompagner la transformation des industries culturelles et créatives françaises par la mise en place de différents programmes. Il y a une profusion de programmes, nous pouvons nous en réjouir, la Grande Fabrique de l'Image, mais aussi les savoir-faire d'exception pour le métier d'art, comme quoi les savoir-faire ancestraux peuvent aussi se combiner avec de l'innovation, mais aussi l'accompagnement à l'international avec Culture Export, ou encore les recherches sur la conception des plateformes innovantes de billetterie, mais aussi les cultures immersives et les métavers. Alors oui, dans votre propos liminaire, vous nous avez déjà éclairé sur la façon dont les appels d'offres sont conçus, menés, mais j'aimerais savoir si déjà des premiers résultats, premiers développements sont déjà atteints. Est-ce que vous avez pu noter des signes d'encouragement de l'attractivité que France 2030 génère pour notre pays ? Par ailleurs, les systèmes d'intelligence artificielle, notamment avec les intelligences artificielles génératives, suscitent de nouveau l'intérêt et beaucoup de commentaires, parfois des craintes, des acteurs des connaissances ou de la connaissance. Pourtant, l'apparition de ces innovations technologiques représente une opportunité majeure pour les industries culturelles françaises, mais également pour le secteur de l'éducation, comme j'ai notamment pu le constater lors de mon déplacement la semaine dernière au salon Educatech. Ça nécessite dès lors un accompagnement dans le développement des usages de ces technologies afin de garantir aussi la souveraineté culturelle et créative et éducative de la France. Dès lors, pourriez-vous nous indiquer dans quelle mesure le plan France 2030 encourage la recherche et les investissements sur l'intelligence artificielle dans les secteurs culture et éducation ? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Pour le Rassemblement national, Philippe Ballard. Merci Madame la Présidente. Monsieur Bonnel, dans vos objectifs de soutien de France 2030 aux industries culturelles et créatives, vous indiquez notamment vouloir pour la France, je cite, garantir le maintien de son indépendance et de sa compétitivité. C'est en effet un point indispensable pour nos industries culturelles à tous les niveaux, que ce soit audiovisuel, musique, cinéma, presse. Mais je ne vois rien de concret concernant des sujets précis comme le développement de l'intelligence artificielle dans des secteurs, par exemple. Y êtes-vous préparé ? L'année dernière, lors de mon rapport pour avis au PLF concernant les médias, livres et industries culturelles, les acteurs de tous ces secteurs n'avaient pas évoqué une seule fois le sujet. Cette année, la différence fut flagrante. Sur chaque audition des acteurs de la musique, de la presse, du cinéma, le sujet du développement de l'intelligence artificielle prenait entre 15 et 30% du temps de l'audition. Un an de différence donc entre les deux. Les acteurs du secteur sont très inquiets pour la souveraineté culturelle française à moyen terme si rien n'est encadré à ce sujet. Nous nous inquiétons également des moyens que vous dédiez à ces ICC concernant la création quand on voit que les mastodontes américains, on va prendre l'exemple de Netflix, disposent d'un budget de création annuel de près de plus même de 20 milliards de dollars. Alors en comparaison, le budget total consacré à la création
par Canal+, TF1, France Télévisions, M6 n'est que de 1,2 milliard d'euros. On voit le gap entre les deux. Est-ce que le plan de relance est à la hauteur de tous ces enjeux? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour LFI, Jérôme Legavre. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, France 2030 est un nouveau nom qui reprend et couvre en réalité tout ce qui a été lancé par les gouvernements successifs depuis 2010 dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir. Un total de 110 milliards depuis cette date a constitué un flux d'argent public vers le privé, directement ou indirectement, en contraignant les structures publiques à se regrouper avec des entreprises privées, à fonctionner en termes de marché, de valorisation, de retour sur investissement. Ces plans, bien sûr, s'ajoutent aux aides publiques préexistantes, aux entreprises déjà évaluées à 150 milliards par an. Le plan France 2030 confirme et approfondit cette logique tout en se délestant au passage de ce que les plans précédents pouvaient comporter de semblants de règles et de conditionnalités. On parle de sommes colossales, de politiques qui n'ont rien de nouveau, à chaque fois au nom de la modernisation de l'industrie et de l'emploi. Il faut donc s'interroger quand on voit que toutes catégories confondues, il y a plus de 5,5 millions de demandeurs d'emploi dans ce pays. Alors concernant France 2030, les objectifs pompeusement affichés sont ambitieux. Il est question notamment de former aux métiers d'avenir, d'accélérer l'émergence et la croissance des startups, de développer les champions de demain. Et dans ce cadre, le président de la République vise 100 licornes françaises. On va prendre un exemple. Doctolib s'est hissé au premier rang des licornes. Pour quel résultat? Je suis élu en Seine-Saint-Denis, c'est le premier désert médical de ce pays, on manque de tout. La situation sanitaire ne cesse de s'aggraver, tous les signaux sont au rouge, mais Doctolib prospère, la belle affaire. Si on étend le propos à l'enseignement, l'école et l'université manquent de tout également. Des postes d'enseignants sont à nouveau supprimés à la rentrée prochaine. Alors, quelques questions pour conclure. 21 milliards ont déjà été investis en 2 ans, avec un résultat annoncé par les services de Matignon de 40 000 emplois créés ou maintenus. Pouvez-vous détailler la part des emplois maintenus et des emplois créés? Dans quel secteur? Pouvez-vous nous expliquer quelles entreprises bénéficient de ces aides et à quoi sont-elles destinées exactement? Enfin, on nous parle de 34 000 nouvelles formations diplômantes aux métiers d'avenir ouvertes en 2022 et 2023. Peut-on avoir une photographie de ces formations, privées, publiques, universitaires, apprentissage, etc.? Le budget des universités est réduit d'année en année. Est-ce qu'elles bénéficient des fonds versés dans le cadre des 34 000 nouvelles formations et à quelle hauteur? Merci, monsieur le député. Pour les Républicains, Francis Dubois. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, tout d'abord, je vous remercie de vos propos préliminaires. Réindustrialisation, investissement, innovation sont sans doute les 3 mots qui qualifient le mieux le plan France 2030. Ce plan ambitieux, doté de 54 milliards d'euros, doit permettre à la France de rattraper son retard industriel en investissant massivement dans les technologies innovantes et en créant de nouvelles filières industrielles ou encore en soutenant la transition écologique. Tout cela ne se décrète pas, mais se prépare et s'anticipe, car après 40 ans de désindustrialisation, la France ne peut pas rester passive devant la révolution qui s'annonce d'ici à 2050. Sur le sujet de l'enseignement, il est certain qu'investir tant de milliards n'a de sens que si en amont nous préparons et formons les femmes et les hommes aux nouveaux métiers qui nous attendent. Intelligence artificielle, robotique ou réalité virtuelle, 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Ce constat est vertigineux et appelle donc à repenser en profondeur notre système scolaire et d'enseignement supérieur. Renforcer l'enseignement des matières scientifiques dès le collège, former nos jeunes aux filières d'avenir, que ce soit en milieu universitaire, en école d'ingénieur ou en lycée professionnel. Faciliter les réorientations de carrière sont autant de mesures à déployer pour ces métiers émergents. La formation apparaît clairement comme l'un des volets essentiels à développer. Quelles passerelles entre l'enseignement supérieur et les métiers émergents sont prévues dans le cadre du plan ? Comment concrètement les universités et les écoles sont-elles associées? Identifiez-vous des freins dans le déploiement de ce plan, notamment au niveau de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur? Sur le sujet de la recherche, le constat est clair. Il n'y a pas d'innovation sans recherche. Nous avons en France des scientifiques et des laboratoires reconnus, mais la concurrence mondiale est extrêmement rude. Les 3 milliards engagés suffiront-ils pour que la France revienne au premier plan? Comment réussir le passage de la phase recherche à la phase industrialisation? Pour conclure, quelle politique d'évaluation prévoyez-vous et selon quelles échéances? Sachant que la France est depuis plusieurs années en bas des classements internationaux, la marche n'est-elle pas trop haute? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les démocrates, Philippe Berta. Oui, merci Madame la Présidente. Merci Monsieur le Secrétaire Général de venir à notre rencontre et permettez-moi d'abord de vous féliciter pour votre action à la tête du plan France 2030 qui, depuis 2021, s'est substitué aux différents plans d'investissement d'avenir, les fameux PIA, qui mobilisent 54 milliards d'euros pour transformer durablement
des secteurs clés de notre économie. On les a cités, énergie, hydrogène, automobile, aéronautique ou encore espace. Et ceci par l'innovation technologique et l'industrialisation. Alors je vais être un petit peu décalé tout à la fois par rapport au thème de la Commission, mais ça, c'est le risque de la pluridisciplinarité de France 2030. Il faut l'assumer. Et vous ne serez donc pas surpris que je focalise mon propos sur les 7,3 milliards de ce plan, donc ce plan innovation, qui sont fléchés pour la santé. L'Europe est en train de repenser les modèles d'accès aux médicaments, et plus particulièrement aux médicaments dits de thérapie innovante, les fameux MTI, ceux destinés, sur un thème qui m'est cher, par exemple aux maladies rares. Cette nouvelle réglementation inquiète, car elle risque en effet de pénaliser l'accès des malades européens aux médicaments les plus innovants et de baisser ainsi notre attractivité, souvent mise à mal dans ce secteur. Question, suivez-vous ce domaine? Pensez-vous vous investir sur ce champ de négociation, directement ou indirectement? Cette année économique 2023 est à l'échelle mondiale l'une des plus difficiles et les investisseurs se font rares. Des entreprises sont en difficulté de trésorerie, faute de financement. Pensez-vous qu'il y a dans votre rôle, aux côtés de la BPI, d'accompagner spécifiquement celles dont les projets sont reconnus pour être médicalement innovants et importants? Et si oui, comment s'y prendre? Si les acteurs applaudissent l'action de France 2030, certains regrettent la lenteur de la mobilisation des fonds. Ça nous revient souvent sur le terrain. Avez-vous eu ce retour et peut-on envisager une amélioration? Enfin, observera-t-on une évolution des priorités de France 2030 pour l'année 2024? C'est une question qui se pose aussi. Et comment se projeter, et ça c'est une question à 1 000 € carrément, sur l'après 2030, puisque c'est une question qui hante nombre de collègues, aussi bien dans le public que dans le privé. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les socialistes apparentés, Claude Hérault. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, chers collègues. Les mathématiques sont et seront un atout fort pour la compétitivité et l'innovation, donc au final pour l'emploi. À l'ère du numérique, les mathématiques sont encore plus essentielles. Pourtant, force est de constater que le niveau moyen de compétences en mathématiques en France est en baisse depuis près de 40 ans et la disparition des maths en fin de lycée dans la réforme Blanquer n'a fait qu'aggraver les choses. Est-ce des explications sur le fait que la part de la population étudiante et enseignante impliquée dans les projets financés par le PIA n'est pas satisfaisante, alors que les objectifs cibles étaient déjà faibles, respectivement 16 et 28%, ils ne sont atteints qu'à moitié, respectivement 7,5 et 15%. Et si c'est le cas, que proposez-vous pour inverser les tendances? Si nous nous réjouissons de ces financements supplémentaires en faveur de la recherche et de l'innovation, nous regrettons que ces investissements passent uniquement à travers des appels à projets qui répondent à des logiques compétitives à court terme et non par des crédits récurrents aux établissements publics qui permettent la mise en place de réelles politiques publiques à plus long terme. Par ailleurs, ces appels à projets sont extrêmement chronophages pour les chercheurs qui devraient consacrer leur temps à la recherche et non pas à des démarches d'ordre administratif. Ainsi, ce programme ne permettra toujours pas d'atteindre l'objectif de 1% du PIB pour l'effort de la nation en faveur des établissements publics de recherche que nous défendons depuis la dernière loi de programmation pour la recherche. Pourriez-vous nous préciser quel impact ce plan France 2030 a sur le nombre de places d'étudiants ouvertes à l'université, sur le nombre de doctorants, de post-doc, d'enseignants-chercheurs et d'ingénieurs, sur leurs conditions de rémunération et de travail? Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Pour le groupe Horizon et apparentés, Jérémy Patry-Létus. Oui. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie de venir présenter devant notre commission les objectifs et l'avancée du plan France 2030, 2 ans après sa création. Pour commencer, permettez-moi, au nom des députés du groupe Horizon, de saluer l'ambition de ce plan et de ses orientations stratégiques qui devraient permettre à la France de relever les grands défis de notre temps en matière de compétitivité industrielle et technologique et d'assurer l'indépendance industrielle, alimentaire, sanitaire et numérique de notre pays. Au-delà de l'ambition de ce budget et des chiffres que vous avez cités dans votre propos liminaire, j'aimerais connaître de manière plus précise l'avancée de 2 chantiers de votre feuille de route. La maîtrise de technologies numériques souveraines et sûres et le moyen de faire de la France un champion des industries culturelles et créatives. Aujourd'hui, la souveraineté de nos outils numériques est devenue un enjeu démocratique fondamental. Nous le constatons régulièrement au gré notamment des soupçons d'ingérence étrangère dans les élections et les moments clés de notre vie démocratique. De même, l'intelligence artificielle et les deepfakes modifient profondément notre rapport à l'information et menacent l'économie des médias, tandis que les cyberattaques déstabilisent nos industries. Pouvez-vous nous dire plus précisément quelles solutions, brevets ou start-up innovantes France 2030 a déjà permis de faire émerger pour répondre à ces défis majeurs?
Quant aux industries culturelles et créatives, vous avez annoncé en décembre 2022 le lancement du dispositif Pôles territoriaux d'industrie culturelle et créative, conjointement avec la ministre de la Culture. Les lauréats du premier appel à manifestation d'intérêt ont été récemment annoncés. Je veux saluer cette initiative et vous demanderai plus précisément de nous dire combien de métiers ont déjà été maintenus ou créés dans ces filières grâce à France 2030 et combien d'autres créations de postes sont attendues. Par ailleurs, il est indispensable d'intégrer un volet formation pour mener une stratégie territoriale complète de développement de ces industries culturelles et créatives, aussi au-delà des incubateurs et des centres de compétences et de ressources. Comment cet appel à manifestation d'intérêt s'articule-t-il avec la réforme du lycée professionnel et plus largement les acteurs de la formation dans notre pays? De nouveaux dispositifs de formation continue sont-ils également prévus pour accéder à ces filières? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour les écologistes, Jean-Claude Roux. Il n'est pas là. Donc, Madame Descamps pour le groupe Lyot. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, je vous remercie pour votre présence. Le financement du Fonds de France 2030 en direction des instituts technologiques et des instituts pour la transition énergétique est à ce jour assuré jusque fin 2024, ce qu'il advient en termes de financement à compter de 2025 pour ces instituts est en cours de détermination et vous avez eu l'opportunité de vous placer en soutien de cette démarche de poursuite des financements sur la période 2025-2030. Cette incertitude pèse sur les instituts dont les projets sont bloqués chaque fois que leur projection dépasse 2025, ce qui est majoritairement le cas. Pouvez-vous nous donner des précisions sur l'état d'avancement de la réflexion quant aux modalités de financement de ces IRT et ITE sur la période 2025-2030 et quant à l'évolution éventuelle du montant de ces financements? Puis je vais m'écarter un petit peu, si vous le permettez, du volet culturel, mais sur un sujet qui me paraît important, à mon sens capital, concerne également les objectifs de France 2030. Ces objectifs se placent dans la volonté de répondre aux grands défis, vous les avez cités, de notre temps, notamment en termes de transition écologique. Vous en avez cité beaucoup, je parlerai de l'hydrogène vert, la décarbonisation, l'industrie, mais il me semble qu'il y a un grand absent, c'est l'absence du ferroviaire. Alors je voudrais avoir votre point de vue sur la place de la recherche concernant le ferroviaire à l'horizon 2030. Ma question ne vous étonnera pas, sachant que je suis valenciennoise. Merci, Madame la députée. Monsieur le secrétaire général, c'est à vous. Alors, je vais essayer de faire voilà, c'est bon. Une manipulation. Voilà, c'est bon. Donc, c'est à vous. Bien, moi qui aime les consensus, je vois qu'on est tous d'accord. À savoir que on voit bien qu'il y a des défis et qu'il faut y répondre. Après, on n'est pas d'accord sur le timing. J'ai bien noté les remarques de Monsieur Le Gavre sur est-ce qu'on doit gérer l'immédiat ou gérer le futur. Je pense qu'il faut faire les deux. La politique publique, c'est à la fois d'exécuter ce qui est dans le quotidien de nos concitoyens, c'est également de se projeter. Et la vie en 2050, nous pouvons déjà l'anticiper, sera aussi différente de la vie en 2020 que probablement la vie en 1970 l'a été des années 40. C'est-à-dire qu'on vit une véritable révolution fondamentale sociétale qui se traduit par des technologies, qui se traduit par des nouveaux objets, qui se traduit par des nouvelles attitudes. Et donc par là même, nous avons un devoir de faire les deux. La mission du SGPI, et je le répète, c'est de se projeter dans cette vie-là. Il y a d'autres organismes dans l'État, et je les respecte bien évidemment comme nous tous, qui s'occupent d'autres choses. Donc c'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on mélange et qu'on mette en compétition l'argent que nous mettons actuellement pour former des jeunes et pour reformer des gens dans les nouveaux métiers qui vont arriver dans les 10-15 ans qui viennent, de ce qu'il faut faire en urgence, par exemple, pour certaines écoles, sur lesquelles j'ai conscience probablement qu'il y a des tensions. Donc il faut faire très attention dans l'équilibre qu'on veut donner à notre mission par rapport aux objectifs qui nous ont été assignés. Je voulais surtout déjà commencer par vous préciser ça. Maintenant, je tiens à votre disposition et nous faisons un rapport régulier. Vous avez parlé de cartographie, par exemple, des formations. Nous sommes actuellement, à l'heure où nous parlons, déjà à 34 000 nouvelles formations. L'objectif à 2030, c'est d'en avoir 400 000. Nous sommes sur ce chemin, nous sommes sur cette trajectoire. Les classes s'ouvrent, les professeurs sont recrutés, les formations sont en train de se mettre en place. C'est une dynamique qui, de toute façon,
ne nous leurrons pas, prendra un certain nombre d'années à se mettre en place. On ne résout pas 30 ans de désindustrialisation en un an d'effort de l'État. Il y a très concrètement, je visite, et vous le faites certainement dans vos circonscriptions respectives, des usines. Je vous rappelle que 300 usines ont été montées depuis 2017, 100 depuis le début du plan France 2030. Je parle de solde net. Je ne parle pas de solde, malheureusement. On sait aussi qu'il y a des usines qui disparaissent. Et encore une fois, nous faisons notre possible et notre part pour éviter ces situations-là. Mais je crois qu'on est dans une dynamique temporelle qui n'est pas celle de l'année. La deuxième, donc, pour reprendre un peu vos questions, l'IA, parce que tout le monde a posé question sur l'IA. Évidemment que c'est un élément déterminant de cette évolution sociétale et il va pénétrer l'intégralité à la fois des services et de l'outil de production dans les années qui sont devant nous. Donc plusieurs choses. D'abord, en ce qui concerne la sensibilisation et la compréhension plus fine de ce que c'est. Il y a deux grands domaines dans l'IA. Il y a les technologies, ce qu'on appelle les algorithmes d'une façon standard, et les données. Dans le plan France 2030, nous avons, je vous l'ai dit, un pilier qui s'appelle souveraineté numérique, sur lequel il y a l'intelligence artificielle sur le plan algorithmique, sur le plan purement mathématique. Et donc là, il y a 1 milliard d'euros qui est consacré uniquement à la recherche dans ce domaine, et donc qui est isolé de domaines qui nous intéressaient, connaissances aujourd'hui. À côté de ça, nous avons un travail sur la numérisation du patrimoine, sur l'accompagnement et l'effort de numérisation de différentes produits culturels, qu'ils soient des textes, qu'ils soient des images, qu'ils soient des images animées. Et donc ça fait partie effectivement de l'effort que nous faisons. Est-ce qu'il est assez important ? C'est une vraie question. Je pense que c'est quelque chose qui ne s'arrêtera pas. Et qu'aujourd'hui même, dans la création même de produits audiovisuels de demain, il faut intégrer la numérisation de ces données. C'est tout le sens de la grande fabrique de l'image. C'est tout le sens de donner des outils de création à nos auteurs à venir pour qu'ils puissent être au niveau technologique satisfaisant, pour qu'on puisse continuer à avoir cette influence. Et je ne peux qu'adhérer à l'idée que cette idée de souveraineté culturelle française, même si ça peut être surprenant, je souligne que c'est quand même un élément déterminant. Je l'ai dit en introduction, c'est excellence, différence et influence. Et je pense que cet effort qui est fait est absolument majeur et nous le faisons à différents endroits du plan France 2030, technologique et données. Sur le plan des mathématiques, j'ai pris l'initiative avec François Germinet qui m'accompagne dans le pilotage de connaissances et qui est un mathématicien lui-même, ancien président de l'université CY, de réunir une quinzaine de grands mathématiciens français pour demander qu'est-ce qu'il faut faire, s'il faut essayer d'en sortir. Et nous travaillons à plusieurs niveaux. Il y a un sujet dont je ne vous ai pas parlé, qui est très important dans Connaissance, c'est le sujet de l'attractivité des métiers, sur lequel nous avons un budget spécifique pour sensibiliser les jeunes et essayer de réattirer des catégories qui en étaient éloignées vers la science, vers les mathématiques et vers ces métiers technologiques. Donc nous lançons plusieurs types d'initiatives qui vont encourager les associations sur le terrain qui font des petits concours mathématiques, qui font des exercices comme ça presque corps à corps pour convaincre des jeunes d'entrer les mathématiques, jusqu'à des ambitions plus importantes comme des émissions ou du mentorat pour qu'on puisse continuer à avoir des jeunes. Donc nous faisons notre part, encore une fois, et je pense que tout le monde apporte sa brique à cet exercice. C'est un travail qui effectivement, c'est un travail qui est de longue haleine, mais en tout cas, on s'aperçoit que petit à petit, on arrive à gagner, et on arrive à gagner notamment des parts de marché au niveau des jeunes femmes qui aujourd'hui sont très résistantes à l'entrée dans les mathématiques, une espèce de complexe qu'il faut absolument casser. On est pratiquement les seuls en Europe à avoir ce complexe féminin vis-à-vis des mathématiques, alors que nous avons des mathématiciennes brillantes et qu'il faut les mettre en avant. J'ai entendu que vous entendiez sur le terrain des regrets sur les délais. Je tiens à vous dire que depuis que j'ai pris ce poste, les délais ont été divisés par 2. Donc effectivement, le délai moyen d'une DPM, c'est 6 mois, ce que je considère pour la gestion de l'argent public est un délai raisonnable entre le moment où on pose un dossier et le moment où on obtient sa DPM. Après, il y a une autre phase
qui est plus technique, qui est une phase de conventionnement, dans lequel l'entreprise, avec notre opérateur, se met d'accord sur une convention, sur un contrat. Bon, cette phase-là, elle est variable en fonction de ce que les entreprises et les opérateurs discutent, mais elle n'est plus dans nos mains. En tout cas, en ce qui concerne l'État, au bout de 6 mois, on a donné une décision. À partir de ce moment-là, c'est à l'entreprise, et moi j'ai été entrepreneur pendant 40 ans, et soyons très clairs, entrepreneur, c'est d'abord et avant tout de mettre ses priorités en haut de la page. Si la priorité c'est d'obtenir la subvention, ben, il faut qu'il aille plus vite, et il peut le faire, il en a les moyens. Il y a un moment donné où l'État, moi je pense que 6 mois pour gérer l'argent public, c'est un délai qui me semble excessivement raisonnable. Vous allez parler de la complexité. Encore une fois, le plan que nous avons mis en place avec mon équipe dès le début de mon arrivée au SGPI, c'est de dire on simplifie. Nous avons plusieurs mesures de simplification. L'une d'entre elles consiste à faire un dossier en 2 pages. Je ne pense pas que ce soit chronophage sur une idée de faire un dossier en 2 pages. Ce dossier permet justement de savoir si on est éligible ou pas, et donc de ne pas perdre de temps à constituer un dossier plus important pour France 2030. Et ça me semble être une manière intéressante. On a également décentralisé France 2030. Je ne vous ai pas parlé de France 2030 régionalisée, qui est sous l'autorité des présidents de région et des préfets de région, qui sont des sommes qui sont données à parité avec les régions et qui permettent de gérer les plus petits projets. C'est intéressant sur des projets qui pourraient aller beaucoup plus vite. Il faut le souligner, encourager encore une fois dans vos circonscriptions les entreprises à regarder ces projets. C'est directement à la préfecture, sous l'autorité d'un sous-préfet référent France 2030. En ce qui concerne la maîtrise des technologies souveraines, nous avons actuellement environ 600 sociétés qui ont candidaté de façon diverse et variée dans les différents appels à projets. Donc ça serait inégalitaire et probablement gauche de ma part d'en citer certaines. Effectivement, nous avons des sociétés de grande performance dans la cybersécurité où nous faisons énormément d'efforts. On sait que c'est beaucoup plus compliqué sur le cloud notamment. Faut être lucide. Mais encore une fois, les lauréats de France 2030 sont tous sur france2030.gouv.fr. Allez voir si ça vous intéresse. Ils sont classés également par Circo, par nature et par fonction. En ce qui concerne les IRT-ITE, oui, nous sommes dessus. Je suis dessus depuis à peu près une année, puisqu'on avait anticipé ça. Petit commentaire personnel, il souffre d'un déficit d'image qui est terrible, puisque nous avons 120 plateformes technologiques à travers le pays. C'est-à-dire qu'il y a 120 lieux dans lesquels il y a du matériel, il y a des personnes qui l'animent, il y a des chercheurs, et ces lieux sont finalement relativement peu connus, malgré les efforts depuis 10 ans à les monter. Moi, je pense que c'est fondamental dans la transition du projet au produit. Et donc, j'ai déjà dit à plusieurs reprises que je soutenais évidemment le développement des IRT. On est dans une problématique de fonctionnement de l'État. Ces financements sont assurés par les intérêts IDNC, donc d'emprunts passés, qui se terminent en 2024. Et ce n'est pas de mon ressort, donc nous discutons actuellement avec le Trésor et avec le ministère du Budget pour voir s'ils sont renouvelés, eh bien nous pourrons nous engager dans un refinancement. Il n'empêche qu'on va également les transformer pour leur donner plus de pérennité, et on propose un financement en 3 tiers, un tiers étant l'État, subvention, un tiers étant les entreprises privées qui sont fondatrices des IRT et des ITE, et un 3e tiers étant les projets qui veulent tenir et sur lesquels il pourrait par exemple répondre à des appels d'offres de type France 2030. Mais pouvoir donner un petit peu plus d'autonomie et faire cet effet de levier avec l'argent de l'État qui me semble indispensable, alors que jusqu'à maintenant ils étaient quand même couverts à plus de 50% simplement par des crédits d'État. En ce qui concerne les associations avec les universités, elles sont permanentes. On ne fait rien sans une discussion avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et les universités elles-mêmes. C'est-à-dire que là, je voudrais vous rassurer, moi, je ne suis que l'entraîneur de l'équipe de France 2030. Mes joueurs, ce sont les entreprises, les universités, les centres de recherche, et c'est comme ça que nous allons gagner ce championnat du monde de l'innovation. Vous savez, je suis un peu comme Aimé Jacquet. Moi, je suis plutôt de la génération Aimé Jacquet que Deschamps. Au départ, personne n'y croyait. Après, on s'est dit, ça peut marcher. Et ben, moi, mon job, c'est de dire, ça va marcher. Et pour qu'après, plus tard, on dise, ben, ça a marché. Voilà. Donc, c'est normal. Vous comprendrez que compte tenu de mes engagements,
le mot marché m'est sensible. Donc, en ce qui concerne la santé. Alors, c'est vrai qu'on sort un peu du champ, et je ne m'attendais pas tout à fait à cette question, mais tant qu'à faire, je connais Philippe depuis longtemps, pardon, M. Bertin depuis longtemps, je m'y attendais. On suit tous ces domaines. On a donc l'agence Innovation Santé avec l'ISALTER à sa tête, qui est donc un des départements du SGPI. C'est un domaine excessivement compliqué, ces problématiques de régulation. Et là, j'allais dire, on a besoin de coups de main. Donc tous les coups de main sont bons à prendre. C'est-à-dire que je crois que le bouleversement des nouvelles thérapies médicales n'est pas forcément encore complètement ni compris, ni intégré, parce qu'on le regarde sous l'aspect économique. Ce sont des médicaments aujourd'hui, en tout cas des solutions médicamenteuses ou des dispositifs médicaux qui coûtent excessivement cher. Et c'est vrai que de l'autre côté, on a un peu des méthodes traditionnelles de médecine qui sont là. Donc je pense que là, on est encore une fois dans une espèce de choc, technologique. Moi, je serais ravi d'en parler plus avant. Je pense que là, j'ai pas le temps de développer, mais oui, nous sommes dessus. Nous sommes dessus dans de nombreux domaines. Je tiens à signaler que dans ce domaine, juste pour mémoire, nous avons organisé 5 énormes bioclusters en France sur des thématiques qui sont donc l'oncologie, les maladies infectieuses, les maladies du cerveau et de l'enfant, etc. Je pense que ça va participer à cet effort de prise de conscience des nouvelles thérapies. Sur les politiques d'évaluation, nous les lançons. Pour être clair avec vous, j'arrive au bout de 2 ans, je suis à la mi-temps en termes d'engagement budgétaire. Donc nous avons lancé un programme de suivi des programmes. Et pour certains d'entre eux, nous avons déjà quelques résultats. Nous allons décider d'en arrêter, puisque excellence veut dire engagement. Le risque qu'a pris l'État avec un certain nombre de programmes était audacieux. Si ces programmes ne répondent pas, ne vont pas au bout de leurs objectifs, eh bien, il y aura la décision de réaffecter des budgets à d'autres choses. Donc, je pourrais vous reporter plus sur ce sujet-là, je pense, dans les prochaines, probablement au milieu de l'année 2024, puisque nous sommes dans cette phase d'évaluation qui, encore une fois, respecte trois thèmes. 1, est-ce que vous atteignez les jalons sur lesquels vous vous êtes engagé au moment où vous avez reçu les fonds publics? 2, est-ce que vous êtes dans le respect de tous les critères RSE et environnementaux qui étaient stricts en ce qui concerne les dossiers? 3, est-ce que vous avez fait évoluer, et si c'est le cas, pourquoi votre dossier pour le futur? Donc on n'est pas dans une règle purement administrative, on est dans une règle de bienveillance, mais en recherche de l'excellence. En ce qui concerne la mobilisation des acteurs, Madame Calvez, sur les sujets, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a, le premier bilan qu'on peut en tirer, c'est qu'on a une forte mobilisation des acteurs. On s'aperçoit qu'on a une courbe d'apprentissage au début de France 2030, et c'est là où je dis, attention, France 2030 n'est pas la simple suite des plans d'investissement d'avenir, même si budgétairement c'était une action de l'État sur l'économie. La logique a été complètement renversée. C'est pas dans le 7e à Paris qu'on a décidé où est-ce qu'il fallait mettre de l'argent. C'est nous avons lancé des défis sous forme d'objets à réaliser pour notre quotidien de demain, certains objets étant effectivement dans le domaine culturel, dans le domaine agricole ou dans le domaine spatial, etc. etc. Mais c'est vraiment les territoires et les entreprises et les chercheurs sur le terrain qui remontent les dossiers. Donc c'est une logique qui est inversée par rapport à un plan traditionnel. Bon, un des bons critères que nous avons, c'est que plus on avance, plus on a de dossiers, plus on a de volontarisme. On s'aperçoit que ça ne baisse pas en termes d'appétence de dossiers. Sur l'IA, le prochain appel, j'en ai parlé, de transition numérique de la culture, intègre complètement le volet IA en ce qui concerne le domaine culturel. Il sera là. Je voudrais aussi vous préciser qu'il y a le PEPR ICAR sur les ICC qui intègre aussi toute la recherche sur l'IA dans le domaine culturel, puisqu'il y en a de nombreux, notamment sur les gestions de données. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous savez qu'il y a tout un problème sur la sémantique pour ceux qui ont utilisé ou qui ont manipulé des outils d'IA générative. Évidemment, les clés de sémantique d'une langue ou d'une autre ne sont pas les mêmes, donc il y a tout un travail de recherche qui est fait là-dessus et sur lequel nous portons beaucoup d'attention. Qu'est-ce que j'ai oublié? La marche trop haute.
Ben, écoutez, c'est une éternelle question, la marche trop haute. La question, c'est le timing. Nous avons été en avance. Ce plan France 2030 s'est positionné en avance par rapport à de très nombreux pays qui maintenant s'y mettent. L'Angleterre s'y met, l'Allemagne l'a annoncé il y a à peu près 6 mois, les États-Unis ont annoncé l'IRA, qui fondamentalement n'a rien à voir dans sa structure avec la mission France 2030. C'est évidemment beaucoup plus d'argent, mais on devrait surtout le comparer, quand on parle des États-Unis, à tout ce qui se fait en Europe. Et vous verrez que l'Europe est dans le part. Évidemment, un pays comme la France ne peut pas se comparer en termes de budget ni à la Chine ni aux États-Unis. Mais surtout, ce n'a pas la même structure. L'essentiel de l'IRA, c'est du crédit impôt recherche. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut créer les entreprises, il faut qu'elles commencent à générer de l'activité. Et à ce moment-là, l'État commence à dire, très bien, sur cette activité, vous aurez de la compétitivité économique. Pas du tout le cas de France 2030. France 2030, c'est nous soutenons à 62% sous forme de subventions et le reste sous forme d'avances remboursables ou de fonds propres. Nous soutenons des initiatives au départ. Donc nous encourageons véritablement l'initiative d'innovation. Ce n'est pas tout à fait les mêmes plans. Et ça amène effectivement la question qui a été posée par M. Bertha également sur les projections après 2030. C'est pas à moi d'en juger. Mais évidemment que j'ai une opinion. Mais le Parlement sera souverain pour juger des priorités budgétaires à venir, à un moment donné, présentées par les gens ad hoc. Il est clair que ma conviction, c'est qu'on ne freine pas sur la glace, et qu'actuellement, on est dans une telle incertitude que la dynamique qui a été créée depuis maintenant 10 ans, d'abord par les plans d'investissement d'avenir, puis France 2030, on en mesure bien l'impact. Je citerai, parce qu'on m'a demandé des chiffres un peu plus précis, je reviens du Dunkerquois. J'y étais la semaine dernière. Les gigafactories qui sont construites là-bas, avec donc tous les efforts qui ont été faits par le plan France 2030, c'est 30 000 emplois à l'horizon 2030. 30 000 emplois dans ce secteur qui était en grande désespérance industrielle depuis de nombreuses années. Mais ce n'est pas que ça. Ces 30 000 emplois, ça veut dire que c'est des logements à construire, probablement des écoles à maintenir, si ce n'est à ouvrir, des infrastructures à mettre. C'est ce qu'ils appellent le plan Dunkerque 2030. Et je pense qu'on voit bien là que l'impact, l'approche par le soutien à l'innovation a des conséquences sur l'aménagement du territoire. Et je pense qu'il faut le souligner. Je crois que je n'ai rien oublié, mais si oui... Ah, le ferroviaire, pardon, le ferroviaire. Alors, deux choses dans le ferroviaire. Bon, d'abord, nous avons un certain nombre d'appels à projets sur le ferroviaire, dans le cadre du Corifère et dans le cadre de... Mais nous soutenons, encore une fois, l'innovation. Donc, nous avons, par exemple, participé au cofinancement des nouvelles motrices Alstom pour le TGV. Nous avons participé au financement des tests sur les nouvelles signalisations entre la ligne Nice et Vintimille. Nous avons comme ça des projets, on va dire d'époque, qui sont là. On n'a pas la mission, encore une fois, de résoudre le problème des petites lignes, mais par contre, on finance par exemple des entreprises qui travaillent sur des nouvelles méthodes sur le ferroviaire. Des beaucoup plus petites Michelin qui pourraient rouler en tant que nouveaux véhicules électriques ou nouveaux véhicules à hydrogène demain sur les lignes traditionnelles, qui ont par exemple plein d'avantages, c'est qu'elles ne nécessitent pas de réhabiliter au même niveau les lignes ferroviaires. Vous savez, en clair, pour les non-techniciens, un train c'est sur des rails, ça tout le monde est à peu près d'accord, mais si ces rails ne sont pas parfaitement alignés, ça pose plein de problèmes. Quand on met d'autres motorisations et d'autres amortissements sur des véhicules qui peuvent rouler sur des rails, eh bien, on peut réutiliser des lignes avec moins de coûts de remise en état des lignes. On est dessus, mais on ne répond pas à la totalité du dossier, on est juste sur cette partie-là, et on est évidemment sur les motorisations hydrogène et les motorisations électriques de forte puissance, avec les efforts que nous faisons à la fois sur l'électronique de puissance et sur l'hydrogène aujourd'hui. Ce coup-ci, je crois que c'est bon. Normalement, oui. D'après ce que j'ai noté sur mes feuilles, vous avez répondu à toutes les questions. Mais vous allez en avoir une nouvelle salve. Bah allez, donc, on va partir. Et on commence avec Belkir Belhaddad pour 1 minute. Alors, attends, je vais tenter. Vas-y. Ouais, oui, c'est bon. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, ou dois-je vous appeler
coach Bonnel. Chers collègues, l'éducation, la création culturelle sont des champs d'investissement stratégiques pour notre pays, à travers France 2030 notamment. Et les Jeux Olympiques Paralympiques sont également une opportunité d'héritage majeur, avec notamment les Olympiades culturels. Et Paris 2024 s'est engagé notamment à réduire de manière importante l'impact de l'organisation des Jeux, à diviser par 2 ses émissions de gaz à effet de serre par rapport aux précédentes éditions. On a aussi dans la loi olympique travaillé sur l'intégration de l'IA, les tests génétiques, j'en passe. Un certain nombre d'exemples à manifestation d'intérêt ont été lancés pour les premières villes avec le développement des bornes électriques ou l'expérience client sur la billetterie. Je voudrais savoir où on en est actuellement de toutes ces avancées. Merci. Merci, monsieur le député. Christophe Marion. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général. En juin dernier, Madame la Ministre de la Culture et vous-même avez annoncé le lancement d'un nouveau PEPR nommé ICAR. Ce programme, qui constitue le volet recherche de la stratégie d'accélération des industries culturelles et créatives, est porté par le CNRS et doté d'un budget conséquent de 38,5 millions d'euros. Les directeurs de programme souhaitent mener une recherche à la fois interdisciplinaire entre sciences humaines et sociales et sciences informatiques et interprofessionnelles entre chercheurs et acteurs des ICC. Ils ont identifié 6 projets ciblés et 2 d'entre eux m'ont particulièrement intéressé en tant que parlementaire. Repenser la question de la démocratisation culturelle et faire des ICC des leviers du développement des compétences et du bien-être des citoyens. Alors j'ai 3 questions. La mobilisation des chercheurs est-elle au rendez-vous ? Les ICC ont-elles été réceptives aux 2 projets susmentionnés qui répondent davantage pour elles à des enjeux sociétaux qu'économiques ? Enfin, pouvez-vous nous parler des maisons des ICC qui devraient s'implanter dans les territoires pour favoriser l'accès de la société civile à cette recherche ? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Hendrik Davy. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, France 2030 suit la logique des programmes d'investissement d'avenir. Seule bonne nouvelle, la question de la planification est à l'ordre du jour dans notre pays. Mais 2 mauvaises nouvelles. Premièrement, la méthode est toujours descendante. Peu de concertation, pas de trace d'une planification démocratique et le concept même de service public est absent. Deuxièmement, l'orientation dictée par Bercy demeure productiviste. Elle intègre insuffisamment la nécessaire bifurcation écologique et notamment les enjeux de société. Alors concernant la recherche scientifique, mes questions sont simples. Avez-vous discuté avec les chercheurs et leurs représentations comme le CoCNRS, les CNU, les conseils scientifiques, les académies, et la liste est longue, pour élaborer les orientations qu'on a pour cette année? Pourquoi mettre le paquet sur le spatial et les fonds marins? Je n'ai pas réellement complètement compris. Ensuite, les PIA, depuis qu'ils existent, n'ont cessé d'accroître les inégalités et la compétition entre les laboratoires et entre les universités, concernant les ressources humaines et aussi concernant les moyens de fonctionnement. Pour faire court, certains croulent sur l'argent et d'autres n'ont aucun moyen pour travailler. Comment, en tant que secrétaire chargé de France 2030, vous vous assurez que les financements actuels et passés ne déséquilibrent pas les collectifs de recherche? Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Maxime Minot. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je vais vous parler d'industrie culturelle puisqu'on en a beaucoup parlé et j'ai été interpellé pour un cas spécifique. Le musée des arts ludiques est le premier musée au monde à se consacrer entièrement aux industries créatives. C'est un fleuron français dédié à l'art contemporain qui réunit sous le même toit jeux vidéo, films d'animation, bandes dessinées, mangas et même design de cinéma. C'est vraiment un écrin et une vitrine du rayonnement de la France. Cependant, ce musée est en grande difficulté et menace de ne pas ouvrir à cause des retards importants assurés par la SNCF dans les travaux préparatoires à sa nouvelle installation dans la gare Saint-Lazare. Du fait des lourds coûts entraînés par ce retard, le musée cherche absolument de nouveaux financements pour espérer maintenir son ouverture en 2024. Ce musée est une source d'emploi, d'innovation, de création et d'art, bien évidemment, et ne pas le voir ouvrir serait une grande perte pour la culture française. Alors, monsieur le Secrétaire Général, pourriez-vous accompagner et soutenir le musée des arts ludiques via les crédits France 2030 et comment pourriez-vous procéder concrètement pour ce sujet? Merci, monsieur le député. Bertrand Sort. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, un appel à projet autour des technologies immersives a été lancé cet été dans le cadre de France 2030. Ce dernier est piloté par vos soins en partenariat avec le ministère de la Culture, des partenaires de l'écosystème et le CNC et bénéficiera de 200 millions d'euros pour développer la culture immersive et les métavers. Cet appel à projet doit permettre d'accélérer le développement de cet écosystème et de positionner la France face aux géants américains et asiatiques de la technologie. Pour exemple, le métavers aujourd'hui permet de faire vivre le patrimoine. Cette technologie revisite des éléments patrimoniaux avec et vers des projets innovants et l'Europe comme la France ont un patrimoine important.
Il apparaît donc logique de voir apparaître dans le paysage muséal des lieux comme le Grand Palais immersif qui, avec des projections d'images ou de films, font vivre des villes, des monuments. Aussi, Monsieur le Secrétaire général, pouvez-vous nous en dire plus sur cet appel à projet, ainsi que sur l'intérêt qu'il susciterait déjà? Je vous en remercie. Merci, Monsieur le député. Jean-Claude Roux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire général, le numérique représentait 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France en 2022 selon l'ADEME, 4% dans le monde, et il est amené à doubler d'ici 2025. L'État investit 1,5 milliard d'euros dans un plan IA de 2022 à 2027 via France 2030. Je voulais souligner des effets néfastes d'ores et déjà constatés. D'abord, les sacrifices environnementaux importants déjà consentis au secteur du numérique liés à l'extraction de minerais rares utilisés pour les composants électroniques dont l'obsolescence programmée n'est plus à démontrer, et liés au fonctionnement des data centers qui nécessitent un refroidissement constant et une alimentation énergétique croissante. D'autre part, l'IA morcelle déjà des centaines de millions d'emplois. Celles et ceux qu'on appelle les petites mains de l'IA sont une main-d'œuvre très peu qualifiée qui travaille sans contrat, mais sur le format de micro-entreprise via des plateformes sur Internet, avec une rémunération médiane de 2 $ de l'heure, sans assurance maladie, retraite ou sociale. Tout cela sans même aborder les questions des conditions de l'extraction des matériaux rares. Loin de nous l'idée de rejeter en bloc l'intelligence artificielle qui possède de nombreuses applications utiles à la société, mais connaissant la fascination technologique qui anime souvent les partisans de l'inertie climatique, je souhaiterais savoir comment France 2030 prend en compte les externalités écologiques et sociales de ces investissements dans l'IA. Merci, Monsieur le député. Fabrice Le Vigoureux. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur Germinet, Monsieur Bonnel, je souhaite vous remercier pour votre engagement à la tête de France 2030 et pour votre enthousiasme communicatif légendaire qu'on a encore mesuré dans votre propos liminaire. La dynamique est vraiment enclenchée, on le mesure sur nos territoires. Je le vois chez moi à Caen, en Normandie, avec des projets très structurants autour de la formation des étudiants sur l'intelligence artificielle. Je le vois aussi avec le projet Césaire pour développer des solutions cliniques au profit des maladies neurovasculaires et psychiatriques. Et je pense aussi, vous l'avez évoqué, au projet Nouveau Nucléaire, Nouvelles Compétences pour conforter une filière nucléaire d'excellence et créer 100 000 emplois. Ma question, c'est celle du contrôle de l'usage des financements. Quelle est votre vision là-dessus? Est-ce que vous êtes partisan de beaucoup de souplesse dans le déploiement des projets, des possibilités d'ajustement, d'essais erreurs, ou pour un contrôle un peu tatillon sur la base du cahier des charges initial? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. Idir Bomerti. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire général Bonnel. Si l'appellation du plan d'investissement France 2030 laisse à entendre un effort sur le rayonnement de la production française, une analyse rapide du cahier des charges de l'appel à projet, la grande fabrique de l'image, laisse craindre l'inverse. Celui-ci vise en effet à créer des opportunités sans précédent pour les investisseurs et des champions nationaux, c'est-à-dire finalement à renforcer en France les acteurs les plus rentables plutôt qu'à croître la diversité culturelle. C'est l'exact opposé de ce que devrait être une politique culturelle. Nous regrettons ne pas lire sur ce même cahier des charges ni la reconnaissance de contenu comme œuvre artistique, ni l'incitation à la diversité, ni encore le soutien à l'indépendance des producteurs et des diffuseurs. En somme, aucun élément constitutif de l'exception culturelle de notre cinéma. Ma question est donc la suivante. Monsieur Bonnel, comment France 2030 entend préserver l'exception culturelle française? Comment cet investissement peut-il soutenir une politique culturelle ambitieuse pour ses œuvres si elle n'est guidée que par la seule logique de rentabilité? Merci, Monsieur le député. Frédéric Meunier. Merci beaucoup, Madame la Présidente. France 2030 est un plan ambitieux d'investissement de 54 milliards d'euros dont l'objectif est de faire émerger les futurs champions technologiques français pour que la France puisse être souveraine et compétitive sur des domaines tels que le nucléaire, l'hydrogène décarboné, les petits réacteurs nucléaires, le quantique, la bioproduction, la cybersécurité, le New Space, l'intelligence artificielle ou la décarbonisation de l'industrie. Alors, première question, le spectre d'intervention de votre programme n'est-il pas trop large? France 2030 ne serait-il pas plus efficace s'il ne ciblait que quelques domaines? De plus, France 2030 s'engage également dans la protection de la culture française. Vous affirmez que l'innovateur se nourrit de l'artiste et des imaginaires qu'il construit. Les infrastructures culturelles pour protéger l'exception culturelle française font donc aussi partie du plan. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Je vous remercie.
Merci Madame la députée. Fabienne Colbock. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, merci pour votre engagement et la dynamique positive que vous portez autour de ce plan France 2030 voulu par le Président de la République et doté d'un budget de 34 milliards d'euros sur 5 ans, visant à développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Le plan nucléaire m'intéresse particulièrement par rapport à ma circonscription, mais nous aurons l'occasion, je l'espère, d'en parler prochainement. Tout comme les axes intelligence artificielle, métaverse m'intéresse aussi. Mais je souhaite aujourd'hui vous interroger sur le programme Savoir-faire d'exception qui cible l'ensemble des métiers d'art. Ce programme mis en œuvre par BPI France propose un accompagnement aux équipes dirigeantes d'entreprises sous forme de prestations de conseil, de formation et de mise en réseau pour leur donner les clés nécessaires et faire face aux défis liés à la croissance de leur activité et aux transformations sociales et environnementales. Une première promotion de 25 entreprises et métiers d'art a bénéficié depuis 2022 de ce programme. Pourriez-vous nous donner, Monsieur le Secrétaire Général, les premiers retours concrets pour ces entreprises? Je vous remercie. Merci Madame la députée. Jean-Jacques Gauthier. Merci Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, une question d'ordre général en premier. Vous avez rappelé les chiffres tout à fait significatifs d'investissement sur les 5 années qui viennent, 54 milliards. Avez-vous mis en place des outils pour mesurer l'efficience de ces investissements et peut-on imaginer que la Cour des comptes puisse exercer un contrôle sur ce qui a été engagé? Quelle articulation ensuite avec les projets importants d'intérêt européen commun? Ensuite, une question plus spécifique sur les industries culturelles et créatives, et notamment sur l'appel à projet de la Grande Fabrique de l'Image, qui est tout à fait pertinent avec le développement des plateformes et l'explosion sur un marché mondial de la demande de contenu. Pertinent aussi parce que la France est leader en matière de cinéma et d'audiovisuel. Pouvez-vous donc préciser la répartition de ces investissements et l'état d'avancement des projets sur les studios de tournage, les studios de production numérique et sur la formation, qui sont les 3 piliers envisagés? Merci Monsieur le député. Monsieur le Secrétaire Général, c'est à vous pour les réponses. Alors, même exercice, même punition. Bon, d'abord, je vous remercie de m'avoir cité, Madame la députée, parce que c'est vrai que je suis persuadé, j'aurais dû d'ailleurs le dire dans mon propos introductif, que je suis vraiment convaincu qu'avant l'innovation, il y a l'artiste. Et si j'ai soutenu personnellement à la construction de France 2030 l'idée de mettre les ICC dans ce plan, contre d'ailleurs des intuitions initiales qui étaient de dire non, c'est un plan économique, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Parce que je suis persuadé que l'artiste voit plus loin, expérimente plus, et qu'il faut lui donner les moyens de le faire parce qu'il va initier des idées. Je ne vous parlerai pas de ma passion pour la science-fiction, mais aujourd'hui, quand on relit quelques livres qui étaient écrits dans les années 70, c'était pas il y a 1000 ans, on s'aperçoit que certains artistes écrivaient une société dans laquelle il y avait des choses qui ressemblaient à l'Internet, qui ressemblaient à la crise écologique que nous vivons, etc. etc. Donc l'artiste est important. Je voudrais préciser, notamment pour les questions que j'ai eues autour de la création française, que notre mission, au niveau du SGPI, n'est pas de financer la création d'œuvres audiovisuelles. Ça, c'est le travail du CNC notamment, ce travail d'autres organismes, mais ce n'est pas notre mission. Notre mission, elle est au contraire de donner tous les moyens technologiques pour qu'elle passe d'une exception culturelle à une véritable offensive culturelle. Je vous ai parlé d'influence, on parle de soft skills. On voit bien qu'aujourd'hui, nous sommes bombardés, par exemple, de K-pop, et de films de plus en plus violents qui sont diffusés sur Netflix, qui sont des films d'origine asiatique, notamment coréenne, dans lesquels on est en train de voir une dérive et un soft skill et une influence importante. Donc nous devons passer à cette offensive. Il faut qu'on sorte de l'exception. Très bien, nous avons un passé, nous avons un patrimoine, c'est formidable. Je suis le premier à le louer chaque jour. Nous voulons le numériser, nous voulons le démontrer, nous voulons l'exporter. Mais il faut aussi qu'on donne aux artistes des moyens de passer à l'étage supérieur. Ça veut dire des studios en 8K, ça veut dire des formations à des nouvelles technologies pour faire de l'animation, afin que justement on révèle notre différence culturelle. Donc vous voyez, Monsieur Boumerti, je vais plus loin que vous, je ne me contente pas de préserver l'exception culturelle, je passe à l'attaque. Et ça, je pense que c'était notre mission, et on donne les outils pour que nos artistes puissent parler du futur. Sur des sujets que je veux balayer rapidement, l'organisation des Jeux Olympiques, pas notre mission, mais notre mission quand même de participer à l'effort qu'on fait à Paris 2024. Donc nous avons effectivement mis en place un certain nombre de bornes électriques
pour garantir que sur le plan écologique, on puisse satisfaire. Et nous travaillons sur la billetterie. C'est un peu tôt sur la billetterie, mais les bornes, c'est en place. C'est parti, les commandes sont passées et ça va atterrir dans Paris. Je précise qu'après les Jeux Olympiques, ces bornes vont être réparties sur le territoire. Donc elles ne seront pas gâchées. Elles vont être utilisées par nos concitoyens ultérieurement et c'est important. Sur les... je ne peux pas laisser dire... pardon, monsieur Davy, mais je ne peux pas laisser dire qu'on ne travaille pas avec tout le monde. Parce que je vous ai dit, mon rôle, c'est un rôle de coach, et je peux vous garantir que l'intégralité des ONR, l'intégralité des experts sont consultés systématiquement pour les constructions, non seulement de ce plan, de la révision de ce plan, mais la projection éventuellement de choses qu'il faut faire demain. Donc, je ne peux pas parler de... On ne cherche pas à faire de la compétition entre les universités, on essaye au contraire de leur dire dans quelle direction commune est-ce qu'on peut aller pour être plus performant. Donc on fait plutôt de la coopération avec les universités. Après, il y a une réalité économique. Il y a des projets, il y a des budgets, je vous ai parlé d'excellence, il y a des classements, il y a des jurys. Je comprends la frustration de gens qui peuvent considérer qu'ils étaient meilleurs que l'équipe d'à côté et qu'ils ont perdu. Mais vous savez, on a tous dans cette salle passé des examens, des concours. Il y en a qu'on a réussi, il y en a qu'on a gagné, il y en a qu'on a perdu. On ne dit pas c'est la faute du jury. C'est souvent sa faute à soi. Donc on est tous meilleurs. Et malheureusement, ça ne marche pas. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment que vous soyez... Non mais il faut que vous soyez quand même convaincus que nous travaillons avec tout le monde. Je ne peux pas vous laisser dire qu'on ne travaille pas avec tout le monde. En tout cas, je vous invite, quand vous voulez, à venir à des réunions que nous organisons avec eux, et vous verrez qu'on écoute, qu'on prend des notes, et qu'on essaie de faire des synthèses qui soient les plus homogènes avec, évidemment, les objectifs que nous avons, et pas partir en chevrotine dans toutes les directions. Sur le musée des arts ludiques, bonne nouvelle, nous les avons reçus, Monsieur Minot, nous les avons reçus. Nous avons reçu et nous organisons cette semaine, justement, dans nos locaux, une réunion pour qu'ils puissent rencontrer des investisseurs et qu'on montre justement qu'on soutient cette activité qui, en plus, vous le savez, sur un plan historique, m'est particulièrement chère compte tenu de mon passé professionnel. Donc, au contraire, nous essayons de les faire voilà. Maintenant, il y a effectivement, vous l'avez dit, des difficultés qui n'ont rien à voir avec le financement du musée, qui sont que les espaces prévus à Saint-Lazare ne sont pas prêts. Donc, ça fait des décalages. Mais ça, c'est la SNCF, c'est pas nous. Hein. Voilà, c'est un petit problème. Sur la API immersif, il a mis du temps, soyons clairs, il a mis du temps à sortir parce qu'il y avait un certain nombre de priorités qui passaient avant, notamment le travail sur la grande fabrique de l'image. Il arrive, donc ça m'est difficile de vous dire autre chose qu'il est très attendu et on sait qu'il y a beaucoup de gens au portillon, mais on n'a pas encore de dossier concret, je ne peux pas vous répondre. Sur le plan de l'écologie, Monsieur Roux, on va résoudre, d'abord, France 2030 est construit avec deux règles. C'est le Parlement qui l'a voté. Aucune dégradation, évidemment, de l'empreinte carbone de tout le plan, et au moins 50% du plan consacré à une réduction de l'empreinte carbone. Et nous regardons cet indicateur avec beaucoup d'attention. Nous sommes aujourd'hui dans cette trajectoire. On doit être à 48% pour être tout à fait exact. Donc on est dans cette trajectoire sur les engagements qui ont déjà été faits. Arrive, et ça va améliorer la situation, dans le cadre du plan France 2030, notamment l'amélioration des 50 sites industriels les plus émetteurs de CO2 et tout le travail qui est fait sur la décarbonation de l'industrie, notamment avec des très gros projets dans le nord et dans l'est. Donc ça, c'est pour vous préciser que globalement, c'est un objectif. Non, en ce qui concerne le numérique, on fait un travail sur plusieurs fronts. On fait évidemment un travail sur des optimisations de systèmes existants, mais on finance également des ordinateurs quantiques sur lesquels on sait que le rapport puissance-émission va être bien meilleur sur le plan de la carbonation. Donc voilà, on essaye de trouver des solutions technologiques et trouver des solutions de sobriété. Voilà comment on marche, mais je vous rassure, ce sont des indicateurs que nous suivons avec beaucoup d'attention et bien conscients par contre. On ne peut pas rentrer dans l'IA sur une rhétorique. On ne peut pas dire d'une main ouais, mais on fait de l'IA, mais ça va encore consommer du carbone et c'est pas bien. Et regardez que c'est le phénomène de l'IA qui va mener dans certains domaines, et avec plein d'éthiques, et nous sommes d'accord là-dessus, on ne va pas ouvrir ce débat-là, mais c'est le phénomène de l'IA qui va mener à beaucoup d'optimisation de systèmes et qui par là même auront, si on leur donne ces directions-là,
des meilleurs impacts sur la décarbonation. Donc ouais, c'est ce travail un petit peu du présent et du futur, mais nous investissons dans des technologies qui normalement seraient moins consommatrices. En ce qui concerne le contrôle des financements, c'est de la rigueur bienveillante. Non mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est très rigoureux. Nous avons une équipe de contrôle, vous en avez un des membres au coin de la pièce là, qui est mon équipe de direction financière et juridique, excessivement rigoureux. Et c'est pour ça que, oui, je ne doute pas un instant qu'on aura la Cour des comptes à un moment donné. Hein, nous avons l'IGF régulièrement. Enfin, on l'a déjà? Oui. Voilà, on l'a déjà, vous voyez. Donc, voilà, on l'a. Donc, nous menons un travail très rigoureux. Mais par contre, je pense qu'il faut être bienveillant, parce que les gens que nous soutenons sont des innovateurs. Ils peuvent se gourer, ils peuvent vouloir améliorer, ils peuvent vouloir... C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, dans les 3 critères de jugement, il y avait ce critère de si vous modifiez le projet, expliquez-nous pourquoi, et si ça a du sens, on regardera. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la rigueur administrative. Donc c'est une rigueur bienveillante. Mais c'est très rigoureux, et je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, on va avoir quelques projets, peut-être dans vos circos, auxquels on sait déjà, on en connaît un certain nombre, auxquels on va dire, les gars, on a été sympa, mais là, ça ne va pas le faire. Et il faudra changer, il faudra vraiment changer, voire arrêter les projets. Sur le spectre trop large, Madame Meunier, c'est une super question parce que ça montre bien qu'on ne s'intéresse pas simplement à une transition écologique, on ne s'intéresse pas simplement à une transition technologique, on s'intéresse à une véritable transition sociologique. Et je pense que c'est ça la force de cette mission, qui est de dire cette société papillon électrique de demain, si on ne la regarde pas globalement et si on n'essaye pas de désiloter et de faire travailler ensemble les gens, ça ne marchera pas. Je donne un exemple entre la santé et l'IA, entre la culture et l'IA, on vient de le dire. Les deux se font un peu la courte échelle. Les progrès dans un domaine aident les progrès dans l'autre. Et donc, on peut s'interroger sur le volume du plan. Est-ce que les 54 milliards suffisent à ce spectre? Mais on ne peut pas s'interroger sur le spectre parce qu'il faut adresser tous ces sujets en même temps, parce que c'est une transformation qui doit se mener de front. La formation, les technologies avancées, on vient de le dire, les données, qu'elles soient de santé ou qu'elles soient culturelles, tout ça doit être amené de front pour qu'on arrive à des solutions convergentes dans cette phase de transformation. Est-ce qu'il y aura une deuxième phase dans laquelle on cherchera plutôt à réfléchir quelles sont les technologies sur lesquelles la France peut faire la différence? J'en suis convaincu. Mais là, on est quand même dans un phénomène où on doit remettre beaucoup de choses à niveau et on doit donc pousser un peu tous les feux en même temps. En ce qui concerne la répartition des investissements sur la grande fabrique de l'image, donc studio de tournage, là j'ai besoin de mes notes parce que 180 millions d'euros pour 11 projets, 23 studios numériques, 5 effets spéciaux, 7 jeux vidéo, 12 animations pour 46 millions, 34 organismes de formation pour environ 70 millions. Les conventions sont signées pour l'essentiel en ce qui concerne les studios numériques et la formation. Et évidemment, sur la partie grande fabrique de l'image, qui est vraiment du dur, du concret, avec des apports en complément, c'est en process, mais il y en a déjà 5, je crois, qui sont en très bonne voie. 3 qui sont en très bonne voie. Voilà. Alors, je compléterai cette information sur Marseille en grand. Vous savez que c'est un projet aussi du président de la République sur lequel ils ont répondu à des appels d'offres. On finance le volet culture de Marseille en grand pour 22,5 millions d'euros. Et notamment le premier projet qui est en œuvre complètement, qui est mis en œuvre, c'est une base logistique de tournage qui a été mis en place sur ce projet-là. Voilà pour des réponses un peu plus précises à vos questions. Sur le PEPR ICAR. Alors oui, la mobilisation des chercheurs est au rendez-vous. Les projets sont d'ailleurs montés par les chercheurs, hein, encore une fois. On a environ, par rapport à la cartographie des laboratoires qui m'a été posée la question, on a 1000 chercheurs qui actuellement sont sur ce PEPR. Et le musée d'art ludique, j'ai déjà répondu. Je crois que... Ah oui, pardon, oui. La première promo des salles à faire d'exception. Donc il y a eu une première vague l'an dernier, vous l'avez rappelé. C'est un retour très positif des lauréats de la première saison. Puisque les commentaires un peu verbatim, hein, on rompt l'isolement managérial, on permet de faire du sur-mesure, ça c'est important, et puis on donne un peu une vision stratégique. Alors, encore une fois, tout ça est très frais,
hein. Première promo l'année dernière, on est à 12 mois, il y a un peu encore d'enthousiasme, mais après l'enthousiasme, il y a forcément les réglages nécessaires. Je pense qu'on sera beaucoup plus à même de vous donner des résultats concrets dans quelques mois. Tout ça sort un petit peu du four, hein. Donc c'est un peu tôt. Voilà. Alors, je voudrais... J'ai terminé les questions ? Oui. Bon, je voudrais juste vous faire... Ah ben ça, c'est Madame la Présidente qui décide. Moi, je suis... Oui, mais il faut prendre le micro, chers collègues, si vous voulez poser la question. Oui. Oui. Je crois que c'est bon, pardon. Excusez-moi, merci Madame la Présidente. Monsieur le Secrétaire Général, je vous prie de m'excuser aussi pour mon retard. Je voulais vous poser une question en fait sur les critères entre guillemets d'éligibilité au fonds France Relance, notamment via les appels à projets. J'ai un cas très concret d'une pépite industrielle chez moi qui travaille dans le secteur de la défense avec des très gros clients France, qui, Ariane Group, enfin Airbus, je pourrais citer beaucoup Safran, qui n'arrivent pas aujourd'hui à candidater en fait au crédit France Relance, qui a pourtant vocation notamment à conforter notre tissu industriel dans l'innovation, parce que les critères d'éligibilité sont trop restreints en réalité. On parlait de trop large tout à l'heure, mais pour moi, ils sont trop restreints, notamment sur tout le secteur de la décarbonation, qui est un exercice que l'entreprise a déjà réalisé grâce au crédit France Relance, en l'occurrence, sur la précédente mandature. Et c'est une entreprise qui a besoin d'innovation constante. C'est des machines ultra pointues pour faire de la haute valeur ajoutée, qui ont besoin d'être renouvelées tous les 7-8 ans et qui coûtent très cher. Est-ce que vous envisagez d'élargir les critères ou de les modifier pour que des petites pépites de cette sorte puissent être éligibles au crédit? Voilà, je vous remercie. Merci, Madame la... Je ne mentionnerai pas la Roche Group, mais c'est l'idée. Il faut juste que... J'ai appuyé, non ? Voilà, c'est bon. Voilà. Écoutez, je vais vous dire ce qu'on ne finance pas. Ça va être plus simple. Plutôt dire ce qu'on finance. On ne finance pas de bâtiments. On ne fait pas de bâtimentaire. On ne finance pas de capacitaire. On ne finance pas d'infrastructure. D'accord ? Ça, c'est clair. Donc, chaque fois que quelqu'un vient nous voir en disant « je veux doubler ma ligne de production », on lui dit « ce n'est pas dans notre mandat ». C'est pas qu'on ne voudrait pas le financer. Moi, je suis plutôt généreux comme garçon. Mais c'est que c'est pas, on n'a pas le droit. On a quand même des régulations européennes dans le cadre de nos aides qui font ça. Donc, ça veut dire que à côté de ça, si ce sont des critères d'innovation et non pas capacitaires, on est assez souple sur les genoux. Donc, moi, je les invite à se rapprocher des équipes de transition écologique et énergétique chez nous, qui sont dirigées par Patrick Olivier, qui est l'homologue de François Germinet, mais dans ce domaine-là, qui leur donnera des recommandations pour le faire. Donc il faut nous écrire à ce moment-là. Mais franchement, si ça rentre dans ce cadre-là de l'innovation, et non pas du capacitaire, on est assez souple. On est vraiment assez souple. Donc, non, je vous posais cette question parce que j'ai même amélioré le système pour les Outre-mer, où j'ai descendu tous les critères, j'ai descendu tous les seuils, afin de donner la possibilité aux entreprises des Outre-mer de pouvoir candidater, parce que là-bas, effectivement, on n'a pas les mêmes volumes. Donc on a cherché à encourager également le travail sur les Outre-mer. Et d'ailleurs, le ministre Vigier part à la Réunion, je crois, à la fin de cette semaine, et il va pouvoir annoncer un certain nombre d'avancées dans ces domaines. Donc, et moi-même, je m'y rends dans un mois. Donc on veut vraiment aussi montrer qu'on est sur tout le territoire. Voilà, je voulais juste vous dire, parce que je crois qu'il est important que je reporte ça à l'Assemblée nationale, c'est que j'ai un grand souci de bien engager l'euro public. Et je crois que je ne vous ai pas assez dit que nous avons une équipe d'évaluation en interne permanente, une évaluation qui reporte et également au service de la Première ministre, mais qui font à la fois des évaluations, ça c'est pour juger des projets par les jurys, mais qui font ces évaluations a posteriori et pendant les processus qu'on appelle itinérés de chaque projet, afin de pouvoir avoir des suivis d'alerte. Donc nous avons un dispositif qui est effectivement efficace dans ce domaine-là, et sur lequel d'ailleurs nous sortirons dans le courant de l'année prochaine, parce qu'encore une fois, la plupart des projets sont nés en 2022. Donc il faut quand même leur donner un élan. Le temps que le projet soit déposé, soit sorti et commence à exister, je pense qu'une période de 18 à 24 mois me paraît raisonnable. Donc on aura les conclusions de ces projets dans le milieu de l'année prochaine, et on aura justement ce rapport d'évaluation qui sera présenté
et qui sera à disposition évidemment des parlementaires en temps utile. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette formidable aventure qui est collective et sur laquelle je pense que, au-delà de toute considération territoriale, politique, on s'aperçoit qu'il y a une énergie, qu'elle soit de circonscription de différents partis politiques, soit de droite ou de gauche. L'important, c'est qu'on crée et on voit cette dynamique dans notre pays. Donc, gagnons cette Coupe du Monde de l'innovation. Merci à vous. Merci, monsieur le secrétaire général. Merci pour les propos et aux collègues pour les questions. Alors, attendez, on n'a pas terminé parce qu'on a encore une désignation à faire. Donc, effectivement, comme je vous avais annoncé la semaine dernière, je vous soumets à votre approbation la désignation de madame Maude Petit comme co-rapporteur avec monsieur Johnny Ajar de la proposition de loi adoptée par le Sénat après engagement de la procédure accélérée visant à assurer la pérennité des établissements de spectacles cinématographiques et l'accès au cinéma dans les Outre-mer. Il n'y a pas d'objection, donc ces nominations sont faites. Donc encore merci, monsieur le secrétaire général, et je dis à mes collègues que nous nous retrouvons la semaine prochaine à partir de mardi à 16h30 pour l'examen de 6 propositions de loi inscrites à l'ordre du jour de la semaine du 4 décembre. Bonne fin de journée à vous. Merci à vous.